Bienvenue à ce panel dédié aux accidents vasculaires cérébraux. Je voudrais, au nom des panélistes, remercier les organisateurs pour cette invitation qui nous a été donnée afin d'animer ce panel sur une des maladies graves qui posent des problèmes de santé en Afrique. Avant d'aller plus loin, je vais donner la parole au professeur Mustapha Ndiaye pour présenter les panélistes. Merci, professeur Bello. Cette session sera animée par un certain nombre d'intervenants qui ont toutes des compétences reconnues dans leur domaine. Le professeur Ndiaga Makhtar Gaye à l'extrême droite, qui est neurologue et surtout neurovasculaire. Le professeur Joumana El Masroui, qui est au département de physiologie et de cardiologie de l'université de Marrakech. Le professeur Mohamedou Diagana, qui est chef de service de neurologie à Nouakchott et qui est neurologue. Monsieur Vincent Soguinou, qui est à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et le professeur Mansour Ndiaye, ancien chef de service de neurologie de Dakar, va clôturer cette session après les interventions des différents panélistes et des co-chairs. Professeur Bello, je vous redonne la parole pour entrer dans le vif du sujet. Merci. Bien, merci. Moi, je suis professeur Bello. J'ai oublié peut-être de présenter M. Bamba Sissé, qui est le président de l'Association sénégalaise de prévention et de prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, et qui a une grande expérience dans la mobilisation sociale des maladies non transmissibles. Merci. Moi, je suis professeur Bello Moufou. Je suis professeur de neurologie, chef de division de la surveillance des maladies non transmissibles au ministère de la Santé du Togo et également co-président de la Ligue franco-africaine contre les accidents vasculaires cérébraux. Et donc, j'ai le plaisir d'animer ce panel avec mon ami le professeur Ndiaye. Nous allons commencer par la définition des AVC en termes simples et les différents types d'AVC. Donc, le professeur Mata Ngaye a le micro pour pouvoir nous faire cette brève définition des AVC. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Donc, je m'en vais définir les accidents vasculaires cérébraux qui constituent au fait un acronyme. Le A correspond à accident. Cela veut dire que cette maladie survient de façon brutale. Le V renvoie à vasculaire, et qui dit vasculaire fait allusion à ces tuyaux qui ont pour principal rôle de faire remonter le sang du cœur vers le cerveau ou du cerveau vers le cœur. Et cérébral pour faire allusion à cet organe noble qui est affecté par cette maladie. Donc, en termes simples, accident vasculaire cérébral veut dire une maladie cérébrale qui touche les vaisseaux cérébraux. Il existe plusieurs types d'accidents vasculaires cérébraux, mais pour faire simple, nous allons faire focus sur les deux principaux que sont l'accident vasculaire cérébral ischémique, qui est défini comme une souffrance cérébrale secondaire à une obstruction d'une artère par un caillot. En parallèle, nous avons les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques qui peuvent être définis comme la présence de sang dans le cerveau et secondaire à une rupture de la paroi artérielle. Donc voilà la définition simple et les deux principaux types d'accidents vasculaires cérébraux. Merci. Professeur Mata Ngaye, quels sont les facteurs de risque qui favorisent la survenue d'un AVC? Peut-on les modifier? Il existe plusieurs types d'accidents vasculaires cérébraux,
ischémique. Merci beaucoup, Monsieur le Président, donc, de me donner la chance de parler de ce thème important dans la prise en charge en santé publique et qui reste toujours un thème d'actualité en neurologie et en pathologie cardiovasculaire. Donc, pour répondre, j'ai essayé d'établir une petite présentation. Donc, et je donne la main à Monsieur Ibrahim pour qu'il me lance la présentation. Permettez-moi de me mettre donc, en avant. C'est tout bref. Donc, pour les accidents vasculaires cérébraux dans l'ère de la médecine préventive en Afrique, et en particulier de la médecine, de la cardiologie moderne, de la cardiologie préventive, ce que le cardiologue a à dire. Donc, je n'ai rien à rajouter à ce que mon ami, le professeur, avait dit tout à l'heure. Mais la physiopathologie, d'un point de vue du cardiologue, donc, elle est liée à l'inflammation, les maladies infectieuses qui ne sont pas dissociées de la physiopathologie, ainsi que l'augmentation des facteurs de risque cardiovasculaire et le risque environnemental. Bien sûr, vous avez parlé de tous ces risques-là, donc du diagnostic, bien sûr de la thérapeutique, les moyens diagnostiques et thérapeutiques qui sont véritablement lourds d'un point de vue coût de la santé, puisque la santé a un coût et non pas un prix. Voilà ce que le coût hospitalier des événements cérébrovasculaires associés à une fibrillation atriale en France donne. Donc, il y a bien sûr des dépenses énormes pour l'individu. Et ces dépenses-là, c'est depuis que le patient met son pied au niveau des urgences, donc, et jusqu'à la première année des AVC. Qu'en est-il de ce qui se passe en Afrique et au Maghreb? Donc, en Afrique et au Maghreb, c'est similaire. Voici les études, les thèses publiées dans des revues prestigieuses de neurologie, donc au Cameroun, également au Mali et aussi au Burkina Faso, sur le taux de mortalité et le coût de la prise en charge de ces AVC ischémiques et hémorragiques, ce coût qui est partagé par les neurologues et par les cardiologues également, avec bien sûr le risque d'invalidité qui est une répercussion importante de l'AVC, de l'accident vasculaire cérébral. Donc, comme mon cher maître avait bien élucidé, donc l'AVC est la résultante d'un thrombus pour l'ischémique, mais également de l'hémorragie pour l'AVC hémorragique. Un thrombus veut dire qu'il y a de la cardio-embolisme, ça veut dire la fibrillation atriale, les valvulopathies du cœur gauche et leurs complications. Et nous restons toujours des pays où la valvulopathie rhumatismale fait ravage. Donc, il faut savoir traiter cette valvulopathie rhumatismale, que nous soyons au Maghreb ou en Afrique. La fibrillation atriale, donc qui dit fibrillation atriale va parler anticoagulation, estimation du risque d'anticoagulation. Comment les cardiologues le voient? Tout simplement, s'agit-il d'une FA, fibrillation atriale valvulaire, lorsqu'il s'agit d'un rétrécissement mitral? Et je dois dire, et l'Organisation mondiale de la santé va dire aussi que nous sommes les seuls pays où on enseigne encore le rétrécissement mitral. En Occident, on ne l'enseigne plus parce que la prévention a permis de ne plus avoir ces valvulopathies rhumatismales telles que le rétrécissement mitral. Alors, les complications, je parle là des complications infectieuses. L'endocardite infectieuse, elle est pourvoyeuse d'AVC. Combien de jeunes ont eu d'endocardite infectieuse dans les pays africains et dans les pays du Maghreb, et ils ont malheureusement été victimes d'accidents vasculaires cérébraux comme complication. Également, les cardiomyopathies. Nous avons un changement dans notre mode de vie avec les cardiomyopathies ischémiques par les facteurs de risque cardiovasculaire. Et nous avons tous un parent, une mère, un père qui a peut-être eu un infarctus du myocarde à cause de ces accidents vasculaires cérébraux. Donc, l'athérosclérose, elle est toujours de mise, mais aussi les cardiopathies congénitales. Nous sommes dans les pays où il y a toujours donc les mariages consanguins parce que nous respectons notre sens de famille, et c'est pourvoyeur de cardiopathie congénitale, et il se peut qu'on ait des accidents vasculaires, donc embolie paradoxale. Par embolie paradoxale, c'est le cas des CIA et des foramins ovales toujours ouverts. Donc, la vue
du cardiologue, elle est toujours ouverte, que ce soit au Maghreb ou au reste des pays d'Afrique qui ne sont pas dissociés. Que doit-on faire? Les sociétés savantes ont pu réaliser, bien sûr, des recommandations, les recommandations que nous pouvons voir pour réduire le risque cardiovasculaire. Estimer à l'avance le risque cardiovasculaire pour différentes catégories d'individus. Que ces individus soient apparemment sains. Il faut estimer le risque cardiovasculaire parce que regardez, s'il vous plaît, pour les pays, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, ce sont des pays africains et qui figurent parmi les pays à très haut risque cardiovasculaire. Il faut l'estimer au score 2 et au score de OP, Old Patient. Donc, pour un sujet de entre 40 ans et 44 ans qui a une pression artérielle parfaitement à la normale haute, entre 120 et 139, d'accord, entre 120 et 139, ben, il est à très haut risque cardiovasculaire lorsqu'il fume. Et il est à risque haut cardiovasculaire lorsqu'il ne fume pas, comme vous pouvez voir donc à votre droite. Également, donc, il faut agir. Comment on agit? On estime ce risque. Pour les sujets africains, ce risque est de multiplier de 0,7 fois par rapport à un sujet qui est caucasien. Donc, il faut agir. Comment on agit? On agit par l'estimation de ce risque. Et voilà ce que la Société européenne de cardiologie a pu établir comme Healthy Diet Characteristics pour les patients à suivre, réduire la prise de sel, augmenter la prise d'aliments riches, de légumes, de fibres, et également réduire l'usage de la prise, par exemple, du coca, tout simplement. Et également, il y a un petit sujet qui me touche à cœur parce que c'est pas seulement les neurologues qui sont sujets, c'est également la médecine de famille. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut voir? On voit donc dans notre Afrique, malheureusement, le VIH. Le VIH, pas seulement par l'infection, il est prothrombogène, comme on peut voir, mais également par la thérapie antirétrovirale. Il faut suivre nos malades, même quand on les traite très bien, parce que traiter ne veut pas dire juste donner le médicament, mais suivre. Ce traitement antirétroviral, il joue un rôle très important dans la dysfonction endothéliale, pourvoyeuse d'athérosclérose, et il faut suivre chez ces patients. Le Covid, l'Afrique, le Maghreb ne sont pas dissociés du reste du monde. On suit le reste du monde. On était malheureusement victime du Covid-19 aussi, et ça a causé des vascularites. Oui, c'est bon, je conclue tout de suite. Donc, on était victime également du Covid-19 et malheureusement, le professeur d'infectiologie hier en a bien parlé, le long Covid, on vit toujours le long Covid et on est à risque prothromboembolique très élevé. Donc, l'ESC 2023 a également donné de la prévention. La prévention, c'est toujours, on dit toujours, quand on veut parler à un jeune et le conseiller, never lower your target and increase your actions. En termes de cardiologie, lower your target. Donc, s'il vous plaît, réduisez vos objectifs de LDL cholestérol, que vous soyez à moderate risk, high risk or very high risk. Et on est tous en Afrique à very high risk. Donc, notre LDL cholestérol devrait être de moins de 0,55 mg par décilitre. Les valvulopathies du cœur gauche, l'OMS, heureusement qu'elle est là. Également, les autres pays comme l'Australie et d'autres pays qui subissent les valvulopathies du cœur gauche. Oui, les valvulopathies du cœur gauche, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout simplement, ils ont mis des protocoles de prévention. Hygiène cutanée, hygiène dentaire, promouvoir la santé par les pédiatres, promouvoir la santé par la médecine de famille, aller vers les écoles et ausculter tout simplement le patient. Et bien sûr, adresser par le suite au cardiologue. Ça, c'est mes take-home messages. Et mon rêve, vous avez parlé au début du rêve, j'ai simplement un rêve. C'est what is the perspective? Quels sont les guidelines que nous allons faire sortir? J'espère un jour avoir des guidelines de la société de cardiologie africaine et non pas seulement américaine ou bien européenne. Merci pour votre attention. Merci, professeur Joumana. Merci, professeur Joumana. Le professeur Mohamed Mansour Ndiaye, invité d'honneur de cette session, ancien chef de service de neurologie, avait l'habitude de dire, je le cite, « Si les cardiologues faisaient leur travail, les neurologues seraient moins fatigués. » Fin de citation. Simplement pour les taquiner. Et c'est de ce fardeau dont va nous parler le professeur Bello,
Les AVC, professeur Bello, c'est un véritable enjeu de santé publique. Je vous donne la parole. Merci, professeur Ndiaye. Les AVC sont vécus comme une véritable tragédie depuis la fin du XXe siècle. Tout le monde le sait, c'est une pandémie. Aucun pays n'est épargné. Il atteint toutes les couches sociales, pauvres et riches ne sont épargnés. Du plus petit en âge au plus grand, nous sommes tous menacés par les AVC, à l'origine d'une prévalence de plus en plus élevée, d'une mortalité importante, d'un handicap. Les AVC défient les systèmes de santé qui n'arrivent pas à y faire face parce que nos systèmes sont très fragiles, ne sont pas préparés pour faire face à cette pandémie. Alors, en termes de prévalence, depuis une dizaine d'années, avec l'aide de l'Organisation mondiale de la santé, les ministères de santé d'Afrique se sont préparés à mettre en place des structures pour enregistrer les cas d'AVC. Ainsi, il est établi que toutes les 2 secondes, une personne tombe d'AVC en Afrique et dans le monde entier. C'est donc un drame. Mais ces données sont toujours très variables. La prévalence se situe entre 150 et 1100 victimes pour 100 000 habitants. Et en termes de mortalité, environ 50% des victimes d'AVC vont mourir dans les 24 premières heures, soit au lieu de survenue de ces AVC ou dans les moyens de transport qui sont illusoires. Parfois, dans certains pays, les patients sont transportés sur les motos, soit ils arrivent et meurent aux portes de nos structures parce qu'ils n'ont pas de moyens pour payer les soins. D'où la nécessité de la couverture médicale universelle dont l'Organisation mondiale de la santé nous pousse tous à y parvenir. Pour l'ensemble des maladies cardiovasculaires, les AVC, en termes de mortalité, les AVC occupent 52%. Et pour la mortalité globale, entre 8 et 15%. Je disais tout à l'heure que c'est un poids pour les systèmes de santé, mais également c'est un poids économique, puisque l'âge de survenue est autour de 50-58 ans pour la plupart des pays, et c'est l'âge où les personnes sont encore très actives. Et les AVC touchent également, surtout, le secteur informel, où chaque entité est une caisse d'épargne pour sa famille. Et lorsque cette caisse d'épargne explose parce que le victime est décédé, c'est toute la structure familiale qui explose. Alors, la prise en charge des AVC varie suivant les pays également. Le coût varie entre 300 000 à plus de 2 millions le premier mois. Et donc, c'est un poids pour les familles, c'est un poids pour les sociétés. Si nous rapportons ce coût au SMIC dans nos pays qui tournent entre 25 000 et 150 000 par mois, vous voyez que les AVC représentent un poids et d'où l'ampleur de la maladie doit nous faire réveiller. Et en 2004, mes maîtres présents ici ont mis en place la Ligue franco-africaine contre les AVC pour nous aider à parvenir à nos objectifs. Et en 2019, le professeur Gallo ici, présent, a lancé un cri d'alarme à tous les pays pour que le mois d'avril soit un mois dédié
à la célébration des AVC pour l'éveil des consciences. J'en ai terminé. Merci. Merci, professeur Bello, d'avoir fait ce plaidoyer. Je vais retourner au professeur, avant de retourner au professeur Ndiaga Matar, je vais me tourner vers le professeur Diagana de la Mauritanie, qui j'espère est revenu de ses émotions, qui va nous parler un peu de quels sont les signes d'alerte, quels sont les éléments qui doivent inquiéter, notamment le grand public dans l'AVC. Merci, professeur Diagana. Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers jeunes frères, mesdames et messieurs. Permettez-moi aussi de remercier les amis et les maîtres qui sont à l'origine de notre présence parmi vous pour parler un peu des accidents vasculaires cérébraux. Donc, comme a dit le professeur Bello, c'est un problème de santé publique qui n'épargne aucun pays et qui n'épargne aucune population. Donc, comment reconnaître un AVC? C'est très simple. L'AVC peut se manifester par n'importe quel signe. Mais le maître mot, c'est que c'est d'installation brutale. Quand on constate dans son corps une manifestation brutale, surtout une manifestation qui est une partie de son corps, doit faire évoquer un AVC. Bon. Donc la brutalité est extrêmement importante. C'est quelqu'un qui est connu, qui a des accidents, qui a des antécédents de facteurs de risque connus déjà, qu'il soit hypertendu, diabétique, obèse, ou bien même c'est des facteurs de risque qui sont, comme il l'a dit le président Diaga tout à l'heure, qui ne sont pas modifiables. Et n'oubliez pas dans notre contexte, je pense qu'il l'a oublié, c'est la drépanocytose également, qui est un facteur de risque. Donc, soit un terrain connu, ou bien quelqu'un qui, son passé médical, n'envisage même pas qu'il y ait un facteur de risque. Mais toujours est-il qu'il l'a présenté de façon brutale dès un certain type de manifestation qui peut être isolée ou bien associée. Alors, il s'agit le plus souvent de manifestations déficitaires. C'est-à-dire quoi? C'est une petite paralysie de la face, c'est-à-dire qu'il a la symétrie de la face, de la partie inférieure de la face, une difficulté de mobiliser son bras, une difficulté de mobiliser sa main ou bien toute la partie de son corps. Et plus dramatique si c'est carrément un déficit total et d'installation brutale. Ça peut être juste un trouble de l'élocution, quelqu'un qui n'arrive pas à parler, que la difficulté soudaine de prononcer un mot, ou bien de construire une phrase, ou carrément un mutisme. Et ça peut être aussi un trouble visuel, une amputation du champ visuel. Et tout ça, ça nous renvoie vers la partie qu'on appelle la vascularisation carotidienne. Alors qu'une autre manifestation, et celle-là, elle est un peu beaucoup plus bruyante, quand c'est la partie postérieure du cerveau qui est intéressée, c'est des céphalées, c'est des vertiges, c'est des troubles de l'équilibre, et ainsi de suite. Et tout ça peut survenir chez quelqu'un qui est parfaitement conscient, donc il n'a pas de trouble de la vigilance, mais ça peut être aussi dramatique avec installation de troubles de la vigilance, avec un coma et tout ce qui s'ensuit. Voilà un peu les manifestations pour dire que les AVC, c'est essentiellement des manifestations déficitaires et qui s'installent de façon brutale. Alors, si quelqu'un, parmi votre entourage, vous réveillez, vous trouvez qu'il a, sa façon de marcher, il a une partie du corps qui ne marche pas bien, ne dites pas que c'est la fatigue. Qu'il aille consulter rapidement dans les urgences. Ou alors, j'ai le souvenir, quand j'étais en France, de ce jeune, un jeune homme qui sort de sa maison pour aller au travail et il rencontre un ami qui lui dit bonjour. En voulant répondre à son ami, il n'arrive pas à répondre. Tout de suite, va aux urgences. 2 heures de temps après, il s'est trombolisé. Donc, c'était un AVC. Donc, c'est une urgence. Il faut que, car tout ça, les signes, ces signes peuvent être des signes mineurs. Et là, le danger, c'est de les négliger. Mais quand c'est des signes dramatiques, là, on est obligé, on sait très bien qu'il faut l'amener aux urgences. Voilà un peu les différents signes des AVC. Mais vraiment, ce n'est pas des signes qui sont spécifiques, c'est surtout des signes déficitaires qui s'installent de façon brutale. Et le mot brutal est extrêmement important dans l'orientation vers l'accident vasculaire cérébral. Professeur Ndiaga Matar, quelle est la réalité des AVC au Sénégal? À votre place, aurait pu être un praticien camerounais ou marocain. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, professeur Ndiaye, cher maître.
Au Sénégal, les particularités se situent à plusieurs niveaux. Si on s'intéresse à l'épidémiologie, en fait, nous n'avons pas d'études nationales puisque l'enquête STEPS en fait, n'avait pas inclus la prévalence des accidents vasculaires cérébraux. Mais heureusement, dans l'élaboration du protocole de l'enquête STEPS qui est prévu fin 2023, fin 2024, nous avons pu inclure les accidents vasculaires cérébraux. Donc, au fait, l'épidémiologie que nous avons des accidents vasculaires cérébraux provient d'études parcellaires qui ont été menées au niveau des centres hospitaliers universitaires. Et on se rend compte que 2/3 des hospitalisations en neurologie sont dues aux accidents vasculaires cérébraux. Et fait remarquable, entre 20 à 25% de ces malades hospitalisés pour AVC, il s'agit de sujets jeunes qui ont un âge inférieur à 45 ans. Et si on s'intéresse aux principaux facteurs de risque, 50% de ces malades, après avoir fait un bilan biologique, ont un taux élevé de cholestérol. Et 74% ont déjà une hypertension artérielle. Donc, sur le plan épidémiologique, ça fait les particularités à Dakar sur la base des études hospitalières. L'autre particularité étiologique, c'est surtout certaines malformations qui ne sont pas très connues et qui sont sources d'accidents vasculaires cérébrales ischémiques chez le sujet jeune. C'est vrai, nous avons l'habitude de dire non, pourtant, il mange sain, il fait du sport, il ne fume pas, il ne boit pas de l'alcool. Et pourquoi il a fait un AVC? Il faut savoir que tous les accidents vasculaires cérébraux ne sont pas attribués tous aux facteurs de risque vasculaire traditionnels. Un jeune peut avoir une malformation vasculaire qui est asymptomatique. Et donc, du jour au lendemain, peut faire un accident vasculaire cérébral, que ce soit ischémique ou hémorragique. Si on part au niveau de la problématique de la prise en charge, il n'existe pas jusqu'à ce jour une filière huilée dédiée pour la prise en charge aiguë des accidents vasculaires cérébraux. Et ceci a pour conséquence un retard dans la prise en charge et un retard sur le diagnostic, mais également pour la prise en charge. Car nous rappelons que pour l'accident vasculaire cérébral ischémique, qui est le plus souvent dû à une obstruction d'une artère par un caillot, il faut agir dans les 3 à 4 heures 30 minutes après l'apparition des symptômes. Et pour cela, il faudrait que le malade soit à l'hôpital très tôt pour qu'on puisse lui faire un scanner cérébral pour déterminer le type d'accident vasculaire cérébral. Le deuxième niveau de difficulté, c'est la disponibilité du produit que l'on utilise pour liser le caillot. En pratique, nous utilisons le Tenecteplase puisque l'actylyse n'est pas du tout disponible. Il n'est pas disponible, mais même s'il est disponible, c'est un produit qui coûte excessivement cher. Le flacon coûte 1 200 000 francs CFA. Donc, même si on reçoit le malade très tôt, même si on pose le diagnostic très tôt, il se pose le problème de la disponibilité du produit. Donc, nous profitons de cette session pour faire un plaidoyer dans ce sens, pour quand même rendre disponible ce produit dans les services d'urgence et particulièrement dans le service de neurologie. L'autre problématique pour finir, c'est surtout au fait le post-AVC. Les malades durent dans les services de neurologie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de centres de rééducation. Car en principe, un malade qui est hospitalisé en neurologie pour un AVC, il ne doit pas faire un séjour supérieur à 7 à 10 jours. Parce qu'en principe, il faut prendre en charge le malade à la phase aiguë, identifier la cause, mettre en route un traitement pour la prévention secondaire et transférer le malade dans un centre de rééducation. Donc voilà, Monsieur le Président, les quelques problématiques et particularités des accidents vasculaires cérébraux au Sénégal. Merci.
Bien. Pour les AVC, chaque minute compte. Lorsque vous constatez un des symptômes que le professeur Diagana a énuméré tout à l'heure, chaque minute compte. Les AVC, c'est une affaire d'hôpital. Ce n'est pas l'affaire de marabout. Il faut aller directement à l'hôpital. Tout à l'heure, j'avais dit que les AVC, on peut les avoir à tout âge. Et je m'adresse maintenant au professeur Moustapha Ndiaye. Professeur, quel est l'état actuel des AVC de l'enfant en Afrique? Il est évident que si on faisait un radio micro-trottoir ici, on se rendrait compte que pour la grande majorité de la population, les AVC, c'est des sujets âgés, c'est au moins un adulte. Or, les AVC n'épargnent aucun âge et sont très prévalentes en pédiatrie. C'est à peu près, disons, en pédiatrie, les AVC représentent en moyenne, font partie des 10 premières causes de décès. C'est une réalité. Particulièrement chez nous, où les causes sont identifiées. On sait qu'il y a une multitude de causes, mais les principales causes sont connues. Les principaux facteurs de risque sont connus, en Afrique en particulier et au Sénégal. Et ces principaux facteurs de risque, c'est la drépanocytose, ce sont les cardiopathies rhumatismales, c'est-à-dire les complications des angines et les infections. Donc, vous voyez que si ces 3 causes sont identifiées, parce qu'elles sont majeures, il est possible, à travers des politiques de santé publique vigoureuses, de faire en sorte que l'incidence et la prévalence de ces affections diminuent. Si nous arrivons dans les politiques mises en place à faire en sorte que la drépanocytose soit diagnostiquée précocement et prise en charge précocement, si nous arrivons à faire en sorte que la salubrité de nos villes et de nos campagnes, de notre environnement soit améliorée, je pense que nous réduirons considérablement l'incidence des AVC, c'est-à-dire des AVC, en tout cas en pédiatrie. Parce que je le dis, je le répète encore une fois, c'est la drépanocytose, ce sont les complications des angines qu'on voit chez les enfants, et enfin, sont les infections du système nerveux central. Alors, dans ce sens, quelles sont les bases du traitement et les perspectives pour une prise en charge optimale des AVC de l'enfant au Sénégal? La prise en charge des AVC de l'enfant ne saurait être déconnectée de la prise en charge globale des urgences et de l'état sanitaire de notre pays. C'est indubitablement lié. Donc, cette prise en charge doit s'intégrer dans l'environnement, faire en sorte que, par exemple, non pas des filières qui forcément vont mobiliser des ressources humaines, des ressources matérielles qui ne seront peut-être pas disponibles à tout temps, mais former et informer les populations, et en particulier les praticiens, pour qu'ils sachent que les AVC sont une réalité et qu'ils puissent anticiper dans le diagnostic et les prendre en charge dans la mesure du possible dans des environnements qui ne sont pas toujours adaptés. Je pense que cela permettrait de réduire la mortalité des AVC et forcément va retentir également chez les enfants. Et je pose la même question au professeur Diagana. Quelle expérience tire-t-il de la prise en charge des AVC en Mauritanie après plus de 20 ans d'expérience? Je pense qu'il a quelque chose à partager avec nous. Merci beaucoup. Il faut dire que l'exercice de la neurologie en Mauritanie est passé par plusieurs étapes, enfin par 2 étapes essentielles. Une période où il n'y avait pratiquement pas de neurologue. On est resté à peu près 10 à 15 ans. Il y avait un seul neurologue pour le pays, ensuite 2, ensuite 1, avant que les jeunes actuellement viennent renforcer l'équipe. Alors, en ce moment, jusqu'à ce que, disons jusqu'à 95, de 95 jusqu'à 2000, pratiquement l'AVC était pris en charge par tout le monde, parce qu'il n'y avait pas assez de neurologues. Donc, c'est les cardiologues, les internistes, bon, tout. Il n'y avait pas une prise en charge coordonnée. Alors, quand le service de neurologie est ouvert, alors le service était submergé par les AVC
il y a eu un protocole qui a été fait, un accord qui a été fait entre le service de neurologie et deux autres services, c'est le service de médecine interne et le service de cardiologie. Alors, quelle était cette convention, ce protocole d'accord? C'était que les malades AVC, une fois qu'ils étaient reçus aux urgences, étaient envoyés du 1er au 15 du mois en neurologie, du 16 au 23 du mois en cardiologie et du 24 à la fin de l'année en médecine interne. Alors, et quand nous sommes arrivés à ça, c'est pour se partager les tâches. Nous avons dit que peut-être que nous sommes en train de donner des chances inégales aux patients. Nous avons fait un protocole de recherche clinique, hospitalier de recherche clinique, et pour essayer de voir un peu quel est le devenir fonctionnel de ces patients en fonction des filières de soins qu'ils prennent. Que ce soit des urgences en neurologie, des urgences en cardiologie ou des urgences en médecine interne. On se rend compte qu'effectivement, ce n'est pas parce que je suis en neurologie, mais les patients qui passent des urgences en neurologie avaient beaucoup plus de chances de récupérer que ceux qui passaient dans les autres filières. Et cela, on a eu deux facteurs qui étaient déterminants. Ce n'est pas parce que les neurologues étaient plus forts ou autre, c'est parce que, comme disait l'un des panélistes, c'était l'importance de la kinésithérapie, le rôle essentiel de la kinésithérapie, parce que le service de neurologie le service de kinésithérapie était intégré au service de neurologie et les malades commençaient très tôt leur rééducation fonctionnelle en neurologie, ce qui n'était pas le cas en cardiologie, en médecine interne. Il fallait attendre que le malade sorte, on les envoyait faire leur kiné, qui respectaient ou non. Ensuite, le suivi des patients. Donc, le suivi des patients, parce qu'on a évalué les patients à J0, à l'inclusion, à J30, J60 et J90 à 3 mois. Donc, le suivi, la régularité du suivi a permis également d'avoir une différence significative entre les services. Alors, ensuite, l'équipe s'est étoffée. Et actuellement, effectivement, les deux principaux services qui reçoivent les AVC, c'est la neurologie et encore jusqu'à présent la cardiologie. Alors, il y a eu des jeunes qui sont arrivés, certains ont été formés en neurologie vasculaire et actuellement, nous sommes en train de former, de mettre en place une unité neurovasculaire qui va démarrer bientôt. Et nous avons eu la chance d'avoir une visite surprise du chef de l'État sur lequel nous avons soumis ce projet et qu'il a approuvé et que on a construit actuellement les urgences neurovasculaires qui vont être, on espère qu'ils vont être finis bientôt. Et il a donné son accord pour. Alors, concernant la revascularisation, en matière de thrombolyse, on est encore au début. Effectivement, comme l'a dit Niaga, nous aussi on utilise le tenecteplase qui est plus accessible, qui, bon, pas encore à tout le monde, hein. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est essayer de le prendre en charge par la Caisse nationale de sécurité, la CNAM, la Caisse nationale de sécurité, l'assurance qui s'occupe un peu des fonctionnaires de l'État, qui a un budget colossal et qui prend en charge gratuitement les malades du cancer. Donc, nous sommes en train de voir avec nos amis de l'Institut d'oncologie, est-ce qu'on ne peut pas, par leur filière, introduire la tenecteplase dans leur commande de médicaments parce qu'ils sont déjà lancés. Et je pense qu'on est sur cette voie. On pense que, parce que bon, ce que moi je trouve dommage, c'est chaque fois que quand il y a une innovation, quand il y a un progrès, que ce soit que certains qui en bénéficient que d'autres. Alors que par le Centre national d'oncologie, les médicaments sont gratuits. Sont gratuits. Tous les médicaments du Centre national d'oncologie sont gratuits. Donc, je pense qu'à cette filière, si on arrive à rentrer par là-bas, on aura vraiment, on avancera sur le plan de la prise en charge de la phase aiguë. Parce que ce qui est important, c'est la phase aiguë. Comme il le dit, il faut traiter les malades dans les 3 à 4 premières heures. Sinon, on va gérer comment s'appelle le post-AVC. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à notre expérience. Si les AVC, comme nous l'avons dit tout à l'heure, représentent une urgence. Mais également, il y a des facteurs de risque liés aux AVC qui sont des facteurs modifiables et qui impliquent un changement de comportement, comme la pratique du sport régulièrement, au moins 1h30 chaque semaine, le manger équilibré,
Et pour y parvenir, nous nous adressons à la société civile. Et je vais donc passer la parole à M. Bamba Cissé, qui préside l'association de prévention et de prise en charge des AVC au Sénégal. Monsieur Bamba, quelles sont les différentes activités de prévention contre les AVC et d'aide aux patients et leurs familles victimes d'AVC donc au Sénégal que vous mettez en œuvre? Merci, professeur. L'ASP AVC, qui signifie Association sénégalaise de soutien aux patients et familles victimes d'AVC, fait beaucoup d'activités par rapport à la prévention et à la sensibilisation. Elle est basée au niveau de la neurologie, mais nous faisons aussi des activités comme le monitoring des paramètres. On appelle les accompagnants de la neurologie et tous les participants. On leur demande de venir dans la salle, exemple à la salle 12, où on leur montre comment prendre la tension, comment prendre aussi la glycémie et les valeurs de la tension quand ça monte ou bien quand il y a risque et d'aller à l'hôpital. Donc, on fait aussi des activités culinaires, comme vient de dire le professeur Ndiaga, l'alimentation compte sur l'AVC. Donc, sur ce, on fait des activités culinaires où on fait des démonstrations pour montrer à tout le monde qu'il ne faut pas cuisiner trop gras, trop salé, ni manger aussi trop sucré. Donc, à travers ces activités, on appelle aussi un nutritionniste ou bien un qualiticien, du moins, pour qu'il puisse donner aussi des conseils par rapport à ces activités culinaires. Et comme le professeur Ndiaga a mentionné aussi par rapport à l'obésité, nous favorisons aussi des activités physiques, sportives, qu'on fait avec l'aquagym. C'est une activité qu'on fait dans la mer. Et il y a aussi le feel good. Là aussi, ce sont des activités physiques, mais post-AVC, après la kinésithérapie, pour que la personne puisse reprendre aussi sa motricité, du moins qu'on puisse faire. Il y a aussi des activités d'éducation thérapeutique qu'on fait et des visites à domicile après l'AVC aussi. On fait aussi des EPU pour les médecins et aussi les paramédicaux. On l'a fait à Diamniadio en avril passé. On l'a fait aussi en octobre passé au niveau de Diourbel. Donc, on essaie de décentraliser nos activités dans tout le pays pour que tout le monde puisse bénéficier de cette prévention. Comme le professeur Diagana venait de dire, il faut que le patient arrive dans les 3 heures ou 4 heures maximum à l'hôpital. Donc, si la personne reconnaît les signes par nos flyers qu'on distribue aussi au niveau de la population, où on montre aussi les signes d'AVC, parce qu'on a un cas, pas longtemps, une petite fille qui a vu sa grand-mère qui faisait un AVC. Elle a appelé sa mère au téléphone pour lui dire que moi, ma grand-mère est en train de faire un AVC. On l'a amenée à l'hôpital vite fait. Heureusement pour elle, elle est sortie de cet AVC sans séquelles. Et on lui a appris ça pendant nos sensibilisations au niveau des écoles, parce qu'on fait des sensibilisations au niveau des écoles primaires, secondaires, comme au niveau aussi de l'université. Voilà les activités que nous menons en tant qu'association. Merci. Merci. Oui, tout à l'heure. Bien. La prévention des AVC se fait au niveau individuel, familial, communautaire, au niveau préfectoral, régional et au niveau pays. Nous espérons que vos actions ne se limitent pas seulement à Dakar et que ça prend en compte l'entièreté du Sénégal. Je vais donc passer la parole au professeur Ndiaye pour la suite. Toujours à M. Bamba Cissé, puis à M. Vincent Soguinou. M. Bamba Cissé, vous qui n'êtes pas médecin, mais qui fréquentez la prise en encore les médecins, l'hôpital, et donc qui écoutez les malades, quel levier pensez-vous devoir activer? Quel élément pensez-vous devoir pointer du doigt pour améliorer la prise en charge de ces patients? Quelles sont les défaillances que vous, pour parler concrètement, quelles sont les défaillances que vous voyez dans la prise en charge des patients? Merci, professeur Ndiaye. Pour la prise en charge
des familles victimes d'AVC, parce que nous, on prend les familles et le patient en même temps. Parce que le patient qui a eu son AVC, si jamais c'est le père de famille et c'est lui qui soutenait la famille, s'il fait un AVC et que malheureusement il est cloué au lit, il ne pourra plus aider la famille. Donc, je pense, à mon humble avis, le ministère de l'Emploi devrait recenser ces personnes-là et prendre au moins une personne dans cette famille et essayer de les réinsérer dans la société pour qu'ils puissent relayer ce père de famille ou bien cette mère de famille. Il y a aussi le cas du produit dont le professeur Ndiaga disait, qui est aussi une chose que nous aimerons que ça soit disponible et accessible. C'est pour la thrombolyse. Nous aimerons aussi, par rapport aussi à la disponibilité de la thrombolyse aussi, mais avoir aussi des services de neurologie dans tout le Sénégal. Parce qu'il y a un seul service de neurologie au niveau du Sénégal. Mais si dans toutes les régions, on a des services de neurologie ou bien de neurovasculaire, le problème sera plus minime. Pourquoi? Parce que déjà en neurologie, on a moins de 50 lits pour 17 millions d'habitants, y compris parfois la sous-région, parce que je suis aussi l'assistant gestionnaire au niveau de la maison des accompagnants. Mais il y a toutes les nationalités de la sous-région qui viennent aussi solliciter nos braves médecins et nos braves professeurs par rapport à la neurologie. Donc, si jamais toutes les régions ont des services de neurologie, donc ça va évacuer un tout petit peu aussi ce qui se passe aussi au niveau de la neurologie. Et aussi un scanner au niveau de Diamniadio et de Diourbel et dans toutes les régions aussi. Nous aimerons avoir aussi un scanner au niveau de Diamniadio parce que là-bas aussi, on a une cellule pour les AVC chez les enfants. On a aussi une cellule au niveau de Diourbel aussi qui traite aussi les AVC. Mais on n'a pas de neurologue au niveau de Diourbel. Nous n'avons pas de neurologue au niveau de Diourbel. On aimerait avoir aussi un neurologue au niveau de Diourbel. Donc, vu cela, une subvention aussi de la prise en charge des AVC aigus, ça aussi, ça sera important. Et aussi une subvention de scanner si le patient est avéré AVC, avoir une subvention de 50%. Merci beaucoup. Merci pour ce plaidoyer. La politique des soins de santé est le plus souvent coordonnée par un partenaire technique et technique financier, l'Organisation mondiale de la santé. Je vais donc m'adresser au docteur Vincent Sogino. Docteur Sogino, par quel mécanisme pourrions-nous déclencher ce dynamisme nécessaire pour que cette lutte intégrée que nous menons pour endiguer les AVC se passe bien au Sénégal et en Afrique en particulier? Merci, professeur, pour cette question. Pour l'OMS, les accidents vasculaires cérébraux font partie intégrante des maladies non transmissibles. Et les accidents vasculaires cérébraux sont un problème de santé publique, comme vous l'avez déjà dit, mais aussi un problème majeur de développement à cause de la mortalité prématurée des jeunes actifs et de son effet sur l'économie de nos pays. Nos États membres ont demandé à l'OMS et ont appuyé l'OMS pour prendre des résolutions et élaborer des directives techniques. Parmi ces directives, nous avons le plan d'action mondial contre les maladies non transmissibles 2013-2030, qui a 2 cibles qui portent sur les maladies cardiovasculaires. La cible 6, qui vise à réduire de 25% la prévalence de l'hypertension artérielle, et la cible 8, qui vise à accélérer l'accès aux médicaments, aux conseils à 50% des personnes ayant des risques des affections cardiovasculaires. Et donc, au niveau global, nous avons des directives. Nous avons élaboré un paquet d'actions essentielles qui permet de prévenir l'ensemble des maladies non transmissibles et les maladies cardiovasculaires. Mais je veux insister sur 3 ou 4 principaux aspects.
Le premier, c'est l'importance de la couverture sanitaire universelle. Vous l'avez dit au début. Tant que la couverture sanitaire ne va pas intégrer les maladies cardiovasculaires, en particulier les maladies non transmissibles en général, elle n'est pas universelle. Et donc, nous recommandons à nos pays qui font des efforts appréciables déjà en matière de couverture sanitaire d'intégrer les maladies non transmissibles dans le paquet d'actions. Le coût est élevé pour les ménages et cela se justifie. Le deuxième volet, c'est l'importance des soins de santé primaires. Vous devez constater, nous avons très peu de neurologues, de cardiologues dans nos pays et il y en a très peu au niveau local. Or, nous ne pouvons pas agir réellement sur la prévention primaire, même secondaire, de façon adéquate, sans qu'il y ait des protocoles, des directives claires au niveau local. Donc, l'OMS recommande qu'on intègre entièrement les maladies non transmissibles dans le paquet d'actions des soins de santé primaire et qu'on mette à disposition des directives claires aux collègues au niveau local pour reconnaître et évacuer les patients. Le troisième volet, c'est renforcer le lien avec les objectifs du développement durable. Dans un pays où la pauvreté est extrême, les patients n'auront jamais accès aux soins et aux soins cardiovasculaires. Si l'éducation n'est pas promue, ils n'auront pas accès à l'information de qualité. S'il y a des problèmes d'équité, d'inégalité entre les sexes, il y aura une équité d'accès aussi aux soins. Et donc, l'OMS recommande qu'on lie la gestion des maladies cardiovasculaires avec les objectifs de développement durable. Voir comment avoir des politiques de protection sociale pour avoir des crédits pour les ménages affectés par les maladies cardiovasculaires, pour avoir des activités génératrices de revenus, comment intégrer l'enseignement sur les affections cardiovasculaires dans le cursus de l'enseignement, ainsi de suite. Et le dernier point, c'est l'importance de mobiliser les ressources au niveau local. Nous appuyons trop souvent sur les partenaires extérieurs et nous devons voir de plus en plus comment, au niveau local, tirer les ressources. Nous avons plusieurs opportunités. Il y a des petites tâches qui sont faites. J'ai travaillé dans un pays où chaque jour vous téléphonez, l'État vous prélève 5 francs CFA. Donc, si le jour-là, vous ne téléphonez pas, vous ne donnez rien, mais chaque jour, vous composez un numéro et vous appelez, on vous prélève 5 francs CFA. Ça n'a l'air de rien, mais c'est des approches comme ça que nous pouvons avoir pour mobiliser au niveau local plusieurs millions de francs qui peuvent aider à la lutte contre les affections cardiovasculaires. Et je vous remercie. Bien, merci. Le panel finit à 13h15 et nous allons renverser un peu l'ordre d'intervention. Et avant de donner le micro au à notre maître, le professeur Mansour Diaye, pour les messages qu'il aura donnés, nous allons donner le micro au public s'il y a éventuellement des questions à poser. Ça commence. Nous allons prendre 5 questions et vous donnerez vos noms et les questions. Mais soyez brefs. Si vous dépassez 1 minute, on vous coupe. Le micro baladeur. Professeur Ouedraogo. Oui. Mendy. Oui, troisième intervenant. Madame? Madame? Allons. Oui, madame? Je ne sais pas. Madame Kahn. Dernier intervenant? Oui. Docteur? L'eau. Ah, sixième donc la jeune fille. Oui. Oui. Peter? Oui. Bien, professeur Ouedraogo, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur le Président et chers amis. Quand on vous écoute, il me vient à l'idée le fait que en matière d'AVC, il n'y a rien à faire que la prévention, parce que nos systèmes de santé ne seront jamais suffisamment équipés pour assurer convenablement une prise en charge, vous voyez, qui réponde en fait aux standards. Alors, c'est dans ce sens donc que je voulais poser la question. Est-ce que on peut envisager des collaborations avec les spécialistes en intelligence artificielle pour identifier précocement, que ce soit en population générale ou auprès donc des patients déjà suivis pour d'autres problématiques, des sujets à risque, et que avec des plaidoyers, on puisse aussi envisager des préventions qui soient ciblées. Est-ce que vous, en tant que spécialiste, cela est envisageable? Alors, je suis Ouedraogo Aruna, je ne suis pas neurologue, je suis à côté, c'est-à-dire psychiatre. Merci. Merci. Nous allons donner la parole à Monsieur Mendy. Soyez bref. Merci, professeur, pour l'occasion. J'aurais une question toute simple. C'est quelles sont les différentes barrières que rencontrent les différents pays d'Afrique subsaharienne dans l'établissement des unités neurovasculaires automobiles pour la prise en charge rapide des patients? Unité neurovasculaire, comment? Automobile. Automobile. Expliquez-vous. En réalité, c'est comme les ambulances que l'on rencontre tout simplement, mais qui sont spécialisées dans la prise en charge typique des patients présentant des pathologies neurovasculaires, tout comme dans nos cas des accidents vasculaires cérébraux. Merci. Madame Odom. Les questions sont adressées aux panélistes en général, donc tout à l'heure. Nous perdons le temps. Bonjour. Donc, comme je suis une ancienne kinésithérapeute, je pense que, bon, maintenant je suis doctorante, mais je pense que la prise en charge qui doit être efficace pour les AVC doit être pluridisciplinaire, et je pense qu'il faut se pencher vers la formation de personnel paramédical aussi, notamment introduire de nouvelles spécialités comme l'orthophonie, l'ergothérapie, les orthoprothésistes aussi, parce que ce sont la clé de la guérison après la maladie. Donc voilà, c'est ça en fait. Merci. Madame Khan. Bonjour, je me nomme Kadiata Khan. Je suis victime d'AVC. Je fais partie de l'association ASP AVC. Je demande monsieur le professeur Ndiaga avec l'ASP. Est-ce que je peux, non, avec ma maladie, est-ce que je peux avoir un rechute? Voilà. C'est ça qui me pose problème. Merci. Rechute. D'accord. Bien, merci. Docteur Lo. Bonjour, merci beaucoup, chers panélistes, pour les interventions qui sont vraiment pertinentes. Moi, je suis médecin du travail et spécialiste de santé publique. Donc, en tant que médecin du travail, j'ai eu à suivre le personnel de l'hôpital de Fann durant la période de la COVID-19. Et le constat que j'ai fait, tout récemment, je commence à avoir des maladies thromboemboliques, des personnels qui ont eu à faire des COVID graves ou modérés. Et j'en ai une jeune dame qui est en état de grossesse avec une embolie pulmonaire, chez qui on a fait un arrêt de travail parce que l'embolie ne peut pas être jugulée. À chaque fois, on traîne, mais le taux d'INR est impossible à réguler. J'ai aussi un autre personnel qui a jeune, moins de 40 ans. Les deux ont moins de 40 ans. Seul élément, ils ont eu à faire
la COVID-19 et c'était des cas modérés à sévères. L'un a fait une embolie, l'autre a fait un AVC. Donc, je m'adresse aux praticiens. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces cas-là dans le suivi pour la prévention de ces accidents thromboemboliques? Merci. Merci beaucoup. Alors, dernier intervenant, Madame, c'est pas Peter, la jeune dame qui est devant. Bonsoir et merci de m'avoir passé la parole. J'ai une question sur quelles sont les conditions que les familles doivent adopter pour accompagner les malades post-AVC. Je pose cette question parce que j'ai un ami qui a fait un AVC, ça c'est il y a 2 ans maintenant. Il était à Conakry. Par faute de moi, il a été obligé de rentrer au village. Le mois d'août passé, j'ai été au village. Maintenant, j'ai été le voir. Je l'ai vu en pleine forme. Je lui ai demandé ce qu'il prenait. Il me dit qu'il mangeait et puis se reposait. Maintenant, je veux savoir les attitudes que les familles qui ont des personnes qui ont eu l'AVC, le quotidien qu'on doit faire pour les accompagner, pour les aider à la récupération. Parce que les structures de rééducation, je vais dire que ça n'existe pas dans nos pays. Merci. Merci. Donc, la parole est au panel. D'abord, le professeur Drago qui a rappelé que les AVC, ça mérite d'être prévenu et que nous avons tellement parlé de la prévention. Est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider à pouvoir, à permettre à la population surtout de s'identifier par rapport aux risques? J'aimerais bien répondre à cette question qui me touche particulièrement à cœur. Donc, actuellement, en l'ère de l'intelligence artificielle, nous sommes tous connectés à travers nos téléphones portables et à travers les smartwatches. Tout le monde a une smartwatch, je suppose, même le professeur neurologue avec nous a une smartwatch. Et la caractéristique de ces smartwatches, c'est que qu'ils soient Apple ou Samsung, donc ils ont développé la possibilité de réaliser des tracés ECG chez des patients chez qui, rapportant des palpitations et que même en réalisant un Holter ECG de 24 heures, on ne trouve pas de fibrillation atriale, on pourrait proposer ces smartwatches, bien sûr, n'ayant pas encore fait d'AVC. Et ces smartwatches, ils sont connectés directement aux médecins, qu'ils soient cardiologues spécialisés en rythmologie ou cardiologues tout court, donc il peut voir ces tracés ECG au quotidien. Et là où on détecte, bien sûr, la fibrillation atriale, bien sûr, dépassant les 30 secondes, c'est à ce moment-là qu'on peut traiter. Et ce traitement-là va permettre de prévenir, bien sûr, lorsque le Chatzvask est élevé, en fonction bien sûr du sexe masculin ou féminin, on peut traiter. Et donc, il y a également, comme Madame Corinne qui avait présenté les petits bracelets qui ont le carnet de santé. Si par exemple, comme monsieur le professeur de la Mauritanie avait décrit, quelqu'un fait un événement brutal, quelle que soit bien sûr la perte sensitive ou neuromotrice, et qu'on a son carnet de santé avec le trop chargé d'antécédents, on peut réaliser une action brève sur le champ, traitée peut-être par thrombolyse, et on verra spectaculairement le pronostic être modifié dans les 30 minutes. Dans les 30 minutes. Donc, l'intelligence artificielle, elle ne fait qu'augmenter dans ce sens l'activité du médecin. Alors, professeur Ndiaye, les unités neurovasculaires automobiles, pourrez-vous répondre? C'est une question qui est peut-être destinée à Ndiaga Makhtar, il est plus outillé que moi pour en parler. Effectivement, au fait, ces unités mobiles que l'on appelle les stroke, les mobile stroke units, effectivement, en fait, c'est d'actualité. Parce qu'initialement, on disait que le malade victime d'un AVC doit appeler sur un numéro et doit être acheminé à l'hôpital. Et maintenant, effectivement, c'est le contraire. C'est comme par exemple au Berlin. Là, actuellement, c'est plutôt l'équipe qui se déplace vers la famille. Mais ici, en Afrique, il nous faut d'abord mettre en place les UNV fixes avant de prétendre mettre en place les unités mobiles. Et l'avantage des unités mobiles, c'est-à-dire que l'équipe part avec le scan, le CG, le spécialiste et tout. Donc, tu pars et tu fais le scan
Et si c'est une ischémie, tu fais une thrombolyse en in situ. Et c'est secondairement que tu vas appeler pour éventuellement transférer le malade. Donc, effectivement, c'est un phénomène d'actualité. Ouais. Mais il nous faut d'abord mettre en place les unités fixes. Bien, merci. La prévention des AVC, c'est 0 francs. Hein, professeur Ouedraogo. Et merci de l'avoir souligné encore. C'est 0 francs. Donc, prévention. Alors, Madame Odom, qui est kinésithérapeute, Alam, ah oui, d'accord, excusez-moi. La multidisciplinarité, bien, elle est bien connue. Ça implique tout le monde. Le médecin de famille, le kiné, l'orthoprothésiste, le médecin, tout médecin, le malade lui-même, et ainsi que sa famille. Donc, merci de l'avoir souligné. Alors, Madame Khan, voudrait savoir si la question vous est adressée, si elle a été victime d'AVC, si elle peut faire encore une rechute. Madame Khan, je pense que vous m'avez posé une question extrêmement difficile. Bon, nous sommes des êtres humains, nous sommes des médecins. Alors, on ne peut pas vous dire de façon claire, précise, si vous allez faire une rechute ou pas. C'est vrai, pour être simple, nous avons juste dit qu'il existe 2 types d'AVC, mais il faut savoir qu'il existe plusieurs types d'AVC. Et chaque AVC a son histoire naturelle qui lui est propre. Donc, je pense que la première étape, c'est de voir de quel type d'AVC il s'agit, quelle est la cause sous-jacente et est-ce qu'il a été mis en place un traitement pour une prévention secondaire efficace. Et si ce traitement a été mis en place, est-ce que vous respectez toutes les consignes du médecin et est-ce que vous suivez correctement les rendez-vous? Donc, il existe plusieurs items dont je ne dispose pas. Donc, je n'ai pas toutes les informations pour vous dire si vous êtes à risque de faire une récidive ou pas. Ce qu'il faut savoir pour diminuer le risque, voire annuler le risque de récidive, la première étape, c'est d'identifier la cause et de mettre en route un traitement adéquat. Mais même si on met en route un traitement, il y a toujours une petite pourcentage de récidive. Mais ça, nous pourrons en discuter en interne. Merci. Merci. Il nous reste pour cette partie 2 minutes. Je vais donc passer le micro au professeur Diagana pour quelques secondes. Oui, mais je pense que la question que madame a posée, bon, au-delà de son cas personnel, je pense que c'est important effectivement de parler des récidives d'AVC. Alors, ce n'est pas parce qu'on a fait un AVC qu'on ne va plus la refaire. Il n'y a pas d'immunisation contre l'AVC. Donc, d'où l'importance du traitement préventif dans la prévention secondaire. Alors, il y a 2 aspects. On voit souvent, on le voit dans nos populations, les gens qui ont fait un AVC, ils ont très bien récupéré. On leur dit, bon, prenez un cachet d'aspirine, ne le laissez jamais. Mais une fois qu'ils se sentent bien, pour eux, l'aspirine, c'est pas, je ne prends que de l'aspirine, quoi. Ils laissent tomber. Mais il n'y a pas d'immunisation contre l'AVC. Ça, c'est un aspect. Donc, le fait de ne pas respecter son traitement, pour la prévention secondaire. La deuxième chose, c'est la problématique de ces AVC dont on n'arrive pas à déterminer la cause. Dont on n'arrive pas à déterminer la cause, on fait un traitement préventif probabiliste. Et ensuite, donc là, on a vu, par exemple, le cas de ce que la dame a parlé tout à l'heure, c'est les fibrillations atriales. La plupart de ces fibrillations atriales dans les AVC primaires, on ne les diagnostique pas. On ne les diagnostique pas parce que simplement, on ne prend pas le temps de faire, par exemple, des holters de longue durée. On fait juste un ECG et puis on laisse les mains partir. On ne fait pas d'holters de l'ECG. On les met sous traitement aspirine, alors qu'en fait, ils ont des FA paroxystiques et qui vont se révéler après par des AVC. Donc, il y a le problème de nos suivis, mais il y a le problème aussi du diagnostic étiologique. Le fait de ne pas retrouver la cause de départ, on met un traitement probabiliste et ce traitement probabiliste ne protège pas à 100% les patients. Donc, je pense que c'est les 2 aspects que je voulais déterminer. Je pense que le temps file.
pour les maladies thromboemboliques que nous voyons maintenant après cette pandémie liée au Covid, c'est une réalité que nous voyons dans tous les pays et nous devons mettre en place une étude qui permette de recenser tous ces cas et de trouver la cause par rapport à ces maladies thromboemboliques. Pour l'instant, devant ces situations en post-Covid, je pense que c'est les anticoagulants qu'il faut mettre en place et pour une longue durée. Je ne peux rien dire là-dessus pour le moment puisqu'il faut un consensus en termes de prise en charge et en termes de la durabilité du traitement à mettre en cours. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, je vais passer la parole pour 1 minute à M. Cissé Bamba. Vous avez été interpellé par notre jeune consoeur qui vient de Guinée par rapport aux attitudes à mettre en place pour aider les familles pour la récupération. Merci. Bon, je vais dire un seul mot qui vient du professeur Gallo et que j'entends beaucoup dire aux médecins et aux professeurs, c'est l'empathie. Il faut avoir beaucoup d'empathie par rapport au patient pendant qu'il fait son AVC et après. Si la famille a beaucoup d'empathie par rapport au patient, il aura beaucoup de chances pour récupérer. Nous, dans notre cas, pendant les visites à domicile, on montre aussi à la famille et les formations, on montre à la famille si le patient ne peut pas bouger, il ne peut pas aller faire ses besoins naturellement parce qu'il a une sonde, on demande aux accompagnants de le tourner chaque 3 heures, maximum 4 heures de temps pour qu'il n'ait pas des escarres. L'alimentation, elle est très importante aussi. Changer son alimentation et suivre aussi son traitement. Mais tout ça englobe un seul mot, c'est l'empathie. Et ne jamais être fatigué par rapport aux malades. Parce que j'ai vécu ça. J'ai eu mon père qui était malade pendant 3 mois. J'étais à son chevet, j'ai arrêté mes études pour ça. Mais il faut avoir beaucoup d'empathie. Je vous remercie. Nous approchons de la fin de cette session et nous allons donner maintenant la parole à notre maître, le professeur Mansour Ndiaye, qui va clôturer cette session. Professeur Mansour Ndiaye, vous avez la parole. Il paraît que les cardiologues travaillent mieux. Et les gynécos en plus. Bonjour. Merci. C'est pour moi un grand privilège et un honneur de participer à ce panel sur les accidents vasculaires cérébraux. Et je remercie le comité d'organisation de m'avoir choisi pour parrainer cette journée sur les accidents vasculaires. À la limite, je me retrouve vers les années 75, 1975, 1980, 1990, quand on parlait des AVC au début au Sénégal, il n'y avait que des statistiques hospitalières. On nous disait que ça représente 2/3 des hospitalisations, 1/3 de la mortalité, et je crois que ce sont les mêmes chiffres, bien que la population du Sénégal ait été multipliée par 3 ou 4. Ça, c'est une réalité. Des progrès ont été faits dans le monde sur la pathologie vasculaire, sa prise en charge, comment faire quand quelqu'un a fait un accident vasculaire, comment le reconnaître, agir en urgence, faire la thrombolyse et autres. Tout ça, c'est des bons éléments. En Afrique, quel est le grand défi? Surtout sur ces maladies non transmissibles. Le grand défi, à mon avis, c'est la prévention. Et la prévention primaire. Si on la rate, on aura raté le coach. Les accidents vasculaires viennent d'être acceptés comme maladies à part dans le grand lot des maladies du système nerveux. Ça, c'est la World Stroke Organization qui l'a fait il y a moins de 2 ans. Donc, vous avez vu qu'il faut beaucoup de combats pour qu'on reconnaisse même que la pathologie vasculaire est une pathologie à part dans tous les handicaps et les déficits.
Ça, c'est un élément important. Donc, le premier élément sur lequel on doit insister, c'est sur la prévention. Et la prévention concerne d'abord la société sur sa nutrition, sur sa prise en charge, comment se nourrir, comment s'alimenter. Quels sont les éléments qui peuvent nous aider pour améliorer notre quotidien. Je ne vais pas agresser certaines industries qui nous empoisonnent chaque jour, mais au moins, ça c'est le rôle des grandes organisations pour qu'on puisse l'intégrer dans ce que l'on appelle les soins de santé primaires. Ça nous coûterait 1000 fois moins cher et ce serait beaucoup plus efficace pour demain. Il n'y a rien de pire que d'avoir un AVC chez un jeune, il entre paralysé, il sort paralysé. Que Dieu nous en garde. Il faut le vivre régulièrement pour savoir qu'en fait, on a des éléments simples pour le faire. C'est la prévention primaire de toutes les maladies vasculaires, de toutes ces maladies non transmissibles en général. Que ce soit l'hypertension, que ce soit le diabète, et tout ça, ça entre dans le cadre de notre cadre de vie. Peut-être que dans les prochaines années, le stress viendra encore aggraver ce problème, vu notre niveau, mais au moins c'est quelque chose qui coûte le moins cher et qui est le plus efficace pour vous. Quand on dépasse ce stade, on va avoir d'autres éléments. Les éléments, c'est comment reconnaître un accident vasculaire. C'est la brutalité et les signes qui vont atteindre la face, une asymétrie, la parole et un déficit localisé. Tous les médecins le savent. On n'a pas besoin d'avoir un centre de neurologie dans tous les coins du pays. Ça, c'est de la médecine générale. Vous voyez même l'infirmier du coin peut le régler. Mais une fois qu'il l'a trouvé, qu'est-ce qu'il va faire? On nous parle de la thrombolyse. On nous dit que le produit coûte 1 million par flacon. Ça, c'est la catastrophe. Comment l'intégrer un produit qui coûte 1 million dans les médicaments essentiels? Monsieur l'OMS, ça vous interpelle. À la limite, c'est même irrationnel de le penser. Les politiciens ne le feront pas. Moi, si je veux être président de la République, je vous dis que je veux vous le faire demain, je serai élu. C'est pas possible. Donc, le problème qui se pose encore, c'est comment, une fois que les gens l'ont reconnu, qu'il y ait des, sur le plan général, que les gens puissent reconnaître les signes et prendre en charge rapidement. Parce que plus le malade est pris en charge rapidement, plus il s'améliore. Comme elle l'a dit, la dame, c'est une pluridisciplinaire qui va intégrer les médecins, qui va intégrer les paramédicaux et ceux qui font de la rééducation. Dans beaucoup de nos pays, il n'existe pas de service de rééducation. L'exemple le plus patent, c'est le Sénégal. Il n'y en a pas. On va en créer un, ça fait moins de 2-3 ans. Les structures sont là. Bon. Hein? Et la rééducation, ce n'est pas uniquement le fait de masser. C'est une prise en charge globale que les gens doivent pouvoir avoir avec des gens qui ont été formés en conséquence et qui peuvent améliorer la situation de nos différents patients. Et c'est ça le plus important. L'autre élément pour la prise en charge, c'est actuellement, on voit des associations de patients, de parents de patients, encadrés avec des médecins de la société civile. Ils participent maintenant à la prise en charge, à la prévention et au traitement des différents de nos patients. Et ces associations, qu'on le veuille ou non, on l'avait déjà envisagé avec l'épilepsie, qui va participer à la formation pas uniquement des médecins, mais des personnes, des paramédicaux et de la population pour permettre aux gens d'avoir des actions concrètes qui améliorent le quotidien des différents patients et qui peuvent permettre de faire de la prévention primaire. Parce que la prévention primaire est le premier signe sur lequel on doit insister. Parce qu'une fois que la maladie s'est installée, son coût augmente, les chances de récupération à 100% pratiquement n'existent pas et qu'en fin de compte, il y a des possibilités encore de récidive.
Donc, c'est cette prévention primaire sur laquelle il faut insister. Et en fin de compte, qu'on le veuille ou pas, nous devons nous cheminer vers l'installation ou bien l'organisation d'unités de soins pour pouvoir prendre rapidement les gens qui sont malades, les traiter de manière efficace avec les médicaments les plus efficaces et qui soient disponibles pour tout le monde. Ça, ce n'est qu'un vœu. J'espère qu'en ce vendredi, à cette heure où la prière va bientôt commencer, ce vœu sera exaucé. Merci. Merci beaucoup, cher maître. Je voudrais remercier au nom de l'organisation les panélistes, les participants pour avoir consacré leur temps pour écouter ce qu'est un AVC. Je vous remercie.